Bien, bonsoir à tous, bienvenue. Bruno Bernstein et moi, Denis Baudouin, au nom de toute l'équipe Finaltis, sont heureux de vous accueillir ce soir. Nous sommes le 17 novembre 2022 et nous avons légèrement changé nos horaires habituels mensuels. Il fait nuit déjà sur les Champs-Élysées derrière nous, mais ce n'est pas grave. Nous allons tenter d'apporter en tout cas une forme de lumière, la nôtre, sur ces marchés un peu chahutés que nous connaissons. Alors, allons tout de suite au cœur de notre agenda qui ce soir est très riche, vous le verrez. Donc après l'avertissement, voilà, on a tenté de résumer par une note, bon, j'espère humoristique. En l'occurrence, l'ambiance sur les marchés à l'heure actuelle, ces derniers jours et ces dernières semaines, nous la revoyons comme celle-ci. C'est plutôt un ours, donc un marché plutôt baissier, mais qui par moment peut donner, parce qu'il est équipé de magnifiques cornes de taureaux, de furieux coups de tête et donc des rebonds très marqués, comme on a pu le connaître jeudi 10 novembre dernier. Voilà l'esprit et l'ambiance dans laquelle nous investissons aujourd'hui. Alors, des chiffres pour commencer. Donc, le mois d'octobre, ce sont les chiffres à fin octobre, et on vous donnera sur le Transparency les chiffres depuis début novembre, puisque nous sommes à mi-mois. Eh bien, voici les performances de nos fonds de gestion sur action chez Finaltis. Donc, au mois d'octobre, un rebond marqué, puisque Finaltis Titan, notre fonds investissant sur les valeurs mondiales de croissance résiliente, a connu une hausse de 4,5%. Finaltis Efficient Beta, notre fonds quantitatif investissant sur la zone euro, les valeurs de faible volatilité, a connu une hausse de 7,4%. Finaltis Digital Leader, en ligne avec les valeurs de croissance, qui, comme d'ailleurs cette année, d'une manière générale, n'ont pas aussi bien performé que les autres, eh bien, n'est en hausse que, pardonnez-nous, de 3,4% en octobre. Et Finaltis Gold est à l'équilibre sur le mois d'octobre. En revanche, depuis le début du mois de novembre, Finaltis Gold est en hausse de près de 13%. Les chiffres sont à hier soir. Et les autres fonds continuent également sur cette trajectoire haussière, puisque Finaltis Titan a fait en 15 jours de marché de novembre la même performance que pendant tout le mois d'octobre, à savoir plus 4,6%. Finaltis Efficient Beta est en hausse de un peu moins de 3%, 2,7%, et Finaltis Digital Leader un peu moins de 1%. Là encore, on retrouve une relative sous-performance des valeurs de forte croissance, comme on le disait tout à l'heure, depuis le début de l'année. Si on se compare, on ne va pas comparer tous les fonds dans tous leurs univers, mais dans la base Cantalis, on se concentrera sur Finaltis Titan. Donc, la catégorie à laquelle il appartient dans Cantalis, c'est l'allocation FlexiMonde, plus de 1400 fonds. Depuis le début de l'année, Finaltis Titan est en sous-performance, mais cette sous-performance est en voie, en tout cas c'est ce que nous espérons, de résorption, et les dernières 6 semaines ont marqué une résorption de cette sous-performance. Sur le moyen long terme, eh bien, Finaltis Titan surperforme sa catégorie. Alors, comme chaque mois, on a coutume chez Finaltis de commencer par un point géopolitique et de donner un coup de projecteur sur des aspects spécifiques. On est en pleine COP, c'est la 27e édition de la COP, c'est la COP 27 qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte et qui se terminera demain. On ne va bien sûr pas ni épiloguer, ni anticiper sur les éventuelles conclusions de cette COP, mais néanmoins, rappelons 2 grands concepts qui sont évoqués dans cette COP. Voilà. Donc, la notion de pertes et dommages qui vise en fait à définir sur la base de la prise de conscience de dégâts irréversibles dus au changement climatique, de besoin d'abord les limiter, on y reviendra, c'est le sujet des objectifs visant à atténuer les effets de réchauffement climatique, si possible de les réduire. Mais en tout cas, le principe de prendre en compte les pertes liées au changement climatique et de les compenser, au moins financièrement, pour ceux qui les subissent le plus fortement. Alors, ce qui a été décidé en 2020, c'est une centaine de milliards de dollars mobilisés par an par les pays les plus riches pour compenser les effets de ce réchauffement climatique, essentiellement auprès des pays les plus pauvres. Et si on regarde en 2022, pour l'instant, ce qui a été mobilisé, c'est quand même une somme très importante, mais ce n'est pas 100 milliards, c'est 83 milliards. Il faut voir que c'est très en deçà de ce que des coûts annuels qui ont été estimés, puisqu'on est pratiquement à 600 milliards de dollars de coûts du réchauffement climatique estimés chaque année jusqu'à 2030, et on atteindrait, selon les études actuelles, 1700 milliards de coûts annuels en 2050.
Bon. Pourquoi on comprend avec de tels coûts qu'on cherche à limiter le réchauffement climatique? L'objectif officiel sur lesquels les pays se sont accordés lors de ces différentes COP, et en l'occurrence c'était lors de la COP 2, c'est la COP 21, cet objectif a été défini à ce moment-là, c'était une hausse, d'essayer de limiter par tous les moyens la hausse à 1,5 degré par rapport au niveau antérieur. Et vraisemblablement, aujourd'hui, les estimations scientifiques sont que nous avons une chance sur deux de dépasser 1,5 degré d'accroissement de température d'ici 9 ans, donc très prochainement, et qu'on a une chance sur deux de dépasser 2% d'accroissement de la température d'ici 34 ans. Alors, voilà, alors bon, on en arrive là. Bon, il y a un lien que beaucoup établissent entre les émissions de CO2 et le réchauffement. Bon, qui a émis le plus de CO2? Là, on vous fait figurer depuis la deuxième révolution industrielle, on se dit autour de 1850, on voit que, sans grande surprise, les plus grands émetteurs de CO2 sont les États-Unis, qui ont été rattrapés, notamment autour des 40 dernières années, enfin, qui sont en passe d'être rattrapés par la Chine, et la Russie, donc le trio de tête des pollueurs, entre guillemets, depuis 1850. Bon, voilà, vous avez les 10 plus grands pollueurs ici, donc le Royaume-Uni, qui était une très grande puissance industrielle au milieu du 19e siècle, et qui aujourd'hui pollue moins, on le voit. L'Inde figure dans ce classement. Pourquoi? Parce qu'elle est en voie de rattrapage. Si on regarde sur le transparent suivant, ça c'est sur l'année 2021, donc la Chine est de loin aujourd'hui le plus grand pollueur, c'est normal, c'est normal. C'est pas incohérent en tout cas, puisque c'est le premier producteur au monde de biens, et donc et en plus il a une forte tendance, ce pays, à produire son énergie avec les sources énergétiques les plus fossiles et les plus polluantes, le charbon, et les États-Unis aujourd'hui produisent pratiquement un tiers seulement des émissions de carbone de la Chine, l'Inde est troisième, la Russie quatrième. Voilà, la France n'apparaît dans aucun de ces classements, ni sur long terme, ni à court terme, des principaux pollueurs mondiaux. Alors, les émissions de CO2, depuis que les COP existent, donc la COP 1, c'était Berlin en 1995, eh bien, on avait un niveau d'émissions de CO2 qui était à peu près la moitié, un peu moins de la moitié de ce qu'on a eu l'année dernière, puisqu'on a connu 50% de hausse en 27 ans, malgré un certain nombre d'efforts, et on voit que l'effet des crises, et en tout cas du point de vue de l'émission de CO2 relativement positif. La pandémie, évidemment, a eu un effet très massif sur la réduction des émissions de CO2. C'est sûr que quand on oblige tout le monde à rester à la maison et un certain nombre d'usines à fermer, on pollue un peu moins. Bon, ça, c'était la photo à 2021. Les estimations pour 2022, c'est une hausse encore de 7% des émissions de CO2. Alors, après ce tableau écologique, un point économique, Bruno. Merci, Denis. Donc, ça n'a échappé à personne. L'année que nous vivons est assez exceptionnelle. À l'aune d'un portefeuille, un classique du monde de la gestion privée, le fameux 60 actions, 40 obligations, on est clairement dans une des pires années depuis 50 ans. Si ce n'est la pire, les marchés ont remonté un peu ces derniers temps. Si on avait fait le flashage il y a une quinzaine de jours, on serait clairement sur la pire année depuis 50 ans, voire depuis 100 ans. L'explication, elle est liée au fait que les deux grandes classes d'actifs qui constituent le socle des portefeuilles, à savoir les bonds et les actions, ont baissé de concert. Et vous serez peut-être étonné de voir qu'en 2007, on garde tous un souvenir assez douloureux, en tout cas les investisseurs en actions, de la crise des subprimes. Et pourtant, à ce moment-là, un portefeuille diversifié sur les obligations résistait bien, puisque les obligations ont gagné de l'argent pendant la crise des subprimes, alors que les obligations cette année, et surtout les obligations paradoxalement des sociétés au crédit le plus solide, ont baissé énormément, presque autant que les actions. Alors, quelle explication à cette année très, très difficile? Bon, l'année n'est pas finie, il reste 1 mois et demi, hein, donc ça peut remonter. Les derniers jours nous l'ont prouvé. En tout cas, pour nous, l'explication, ce ne sont pas
n'est pas à trouver dans les résultats des entreprises ou la médiocrité des résultats d'entreprise, puisqu'on sort tout juste du troisième trimestre, de la saison de résultats, des annonces du troisième trimestre, et force est de constater que les résultats sont plutôt bons, en tout cas 70% étaient supérieurs aux estimations, alors en moyenne sur 5 ans c'est 77%, mais ça reste des résultats de très bonne facture malgré le ralentissement qu'on constate. Donc nous, le ralentissement macroéconomique, disons, pour nous l'explication elle porte bien sûr sur le relèvement des taux. Donc vous voyez que depuis avril, la Fed s'est surpassée, c'est le cas de le dire, puisque 75 BP, 4 fois de suite, la Fed, vous le savez, première banque centrale du monde, utilise plutôt des incréments de 25 centimes. Là, on a eu 3 fois 75 centimes, c'est absolument monumental. Et aujourd'hui, on a des taux Fed qui sont donc à 4%. Alors, bon, avec de telles hausses de taux qui sont le fait de la Fed et d'autres banques centrales, bien sûr, les conditions monétaires se sont fortement durcies, ce n'est pas totalement illogique, les marchés financiers s'ajustent. Et en l'occurrence, si on regarde aux États-Unis, donc le 2 ans US, effectivement autour de 4,35 aujourd'hui, c'est pas du tout la même histoire de se refinancer autour de 1% à court terme quand on est un État endetté comme les Américains, ou de se refinancer à 4,35. Et la dette dont on parle, c'est 137% du PIB aujourd'hui, c'était 131% en 2020, donc elle continue à monter. Donc on a une dette très forte qui monte. Quand on a une dette aussi importante, même quand on est les États-Unis, on peut être confronté à ce qu'ont connu les Anglais, à ce qu'ont connu les Britanniques à la fin de l'été, et en l'occurrence au mois de septembre, lors du très bref mandat de Liz Truss et de son chancelier de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, qui, on a pensé à l'époque, ont fait une erreur de politique fiscale et de communication quand c'est politique, puisque là, on le voit très clairement, on a le taux de refinancement britannique à 2 ans qui, sur les marchés, effrayés par cette politique fiscale dont on avait bien compris qu'elle n'était pas financée, ont vu une déconnexion avec les taux de la Bank of England. Et en l'occurrence, il a fallu que cette Bank of England intervienne d'urgence pour acheter des obligations d'État. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui avaient des obligations d'État en mark-to-market étaient en train de souffrir absolument horriblement, et en l'occurrence, les fonds de pension étaient en danger de faillite. Voilà. Donc là, on est sur un pays, le Royaume-Uni, qui est endetté, moins endetté que les États-Unis, qui n'a pas la puissance des États-Unis, la puissance financière, la puissance industrielle, la puissance politique, aucune des puissances dont jouissent les Américains, mais quand même, 118% du PIB d'endettement, eh bien, c'est déjà bien suffisant pour poser un problème, et y compris à des acteurs privés qui financent en fait ce déficit. Donc la hausse des taux, ça a une certaine limite. On voit bien qu'en Angleterre, ces interventions ont permis une normalisation, ce qu'on voit depuis septembre et ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a quand même une force de rappel. Les taux ont monté. Notre avis chez Finaltis, c'est qu'on a probablement atteint des niveaux qui sont limites, entre guillemets, et qui en l'occurrence ne devraient pas continuer à monter. Alors, pourquoi la hausse des taux, c'est un problème et pourquoi ça fait baisser les actions, particulièrement les actions de croissance? Voilà, alors on le lit, on l'entend partout, la hausse des taux, ça fait baisser les actions. Nous, on voulait, sans se noyer dans la théorie, expliquer la mécanique à l'œuvre, justement, pourquoi quand les taux montent, les prix des actions baissent, en tout cas de certaines actions. La première raison, c'est une loi toute simple, hein, la loi d'égalisation des rendements, c'est-à-dire l'investisseur est rationnel. Donc, quand on lui propose en septembre 2021 de placer son argent auprès du créancier le plus sûr de la planète, à savoir l'État américain, à 2 ans, il a un rendement annualisé sur 2 ans de 21 centimes. Et cette même proposition, en fait, lui permet de gagner 4,37 en novembre 2022. Donc,
Donc, bien sûr, l'investisseur devient, pour tous ces autres placements, immobilier, private equity, tout type d'alternatives, il devient beaucoup plus exigeant. Et forcément, les actions, les entreprises ne fabriquent pas du résultat non plus en claquant des doigts. Donc, une société qui a une capacité à faire croître son résultat de 5% par an, si en fait elle continue à peu près sur cette séquence de création de richesse pour ses actionnaires, ça va tirer la valorisation vers le bas, puisque aujourd'hui, entre 5% rendement d'une action américaine choisie parmi tant d'autres, le différentiel avec le 2 ans US est très très bas. Donc il faudrait, pour que l'action qui se payait 20 fois en septembre 2021 se paye toujours 20 fois, il faut qu'elle crée aujourd'hui plus de richesse et que la croissance de son BPA soit beaucoup plus violente. Et ce qui est à l'œuvre également, ce sont les méthodes de valorisation. Donc, pour la plupart d'entre vous, les cours de finance sont un peu lointains, mais vous vous rappellerez sans doute qu'il y a 3 méthodes de valorisation principales: la méthode des multiples et des comparables, la méthode des sommes des parties et la célèbre méthode des discounted cash flow. Donc, nous, on a bien conscience que c'est très utilisé dans le monde des analystes de banque. Néanmoins, il y a quelque chose d'un peu simplificateur et d'un peu artificiel dans le DCF. Pourquoi? Parce qu'un DCF se construit en formant des hypothèses et des hypothèses à moyen long terme qui sont très difficiles à justement former sur des entreprises. Donc, il faut avoir une vue sur l'évolution du chiffre d'affaires, il faut avoir une vue sur la profitabilité, donc la marge d'exploitation, il faut avoir une vue sur la politique d'investissement et la politique de cession. Il faut avoir une vue sur la gestion courante, donc la gestion des stocks, des délais de paiement. Tout ça vous permet de former un free cash flow, des cash flows libres, une séquence de free cash flow. Mais c'est là où interviennent les taux. Il faut actualiser cette séquence de free cash flow au coût du capital. Et le coût du capital, comme ça que chacun sait, c'est la moyenne pondérée des coûts des capitaux propres et du coût de la dette après impôt. Et vous comprenez bien que voilà, la complexité du DCF fait qu'on est quasiment sûr, en construisant un DCF, de se tromper. Donc nous, chez Finaltis, on est beaucoup plus modeste. On s'appuie on fait des hypothèses un peu plus simples, comme on va le voir sur la slide suivante. Nous, notre obsession, c'est le bas du compte de résultat. On veut avoir une croissance du bénéfice par action année après année. Donc, on ne va pas se prononcer sur ce que sera le BPA de L'Oréal en 2025, en 2028. On n'en sait rien. On pense juste que cette société a les qualités, l'innovation, le management, les barrières à entrée, etc., pour continuer à former cette magnifique séquence de BPA que vous voyez là, avec un seul accident, si on peut dire, qui est un tout petit accident pendant la crise des subprimes. L'Oréal n'a pas réussi entre 2008 et 2009 à faire croître son bénéfice par action, qui a légèrement baissé. Mais vous voyez que même pendant le subprime, même pendant la Covid, une crise énorme, L'Oréal a continué sur cette séquence et nous, on pense que ça va continuer tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, avec la hausse des taux, on en vient à entendre qu'il il faut plus investir dans L'Oréal, il faut plus investir dans les VMH, il faut plus investir dans les collabs. Mais en fait, il faut avoir en tête que des investisseurs investissaient sur ce type de société dans des séquences où les taux étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne sont aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphe qui compare donc la hausse du cours de L'Oréal à l'OAT 10 ans, on pouvait gagner de l'argent sur L'Oréal en 2010, en 2011, en 2012, alors même que les taux étaient plus élevés qu'aujourd'hui. Donc nous, on pense qu'il ne faut pas perdre de vue, malgré ces soubresauts macroéconomiques, la Fed, la BCE, etc., il ne faut pas perdre de vue l'objectif numéro 1 d'un investisseur, qui est de confier son argent à des sociétés qui sont capables, année après année, de faire croître leur chiffre d'affaires et donc leurs bénéfices par action. Alors, l'effet, il est spectaculaire quand on compare les valeurs de croissance et les valeurs value, on va dire, plus cycliques. Et c'est pour ça qu'un des thèmes de ce point de marché, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être que growth is the new value. Il y a beaucoup de valeurs, on
va vous prendre quelques exemples, ont beaucoup de valeur, à notre avis, sur des boîtes de qualité et de croissance. Alors, on va passer assez vite les exemples. Alors, chez Finaltis, on produit des fiches sur toutes les sociétés qui intègrent nos mandats ou nos portefeuilles. Ces fiches, on les tient à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous appeler. On peut, en tout cas pour les clients professionnels, vous envoyer ces éléments. Donc Dassault Systèmes, c'est une société qui peut faire la fierté de tous les Français, puisque c'est une société leader mondiale dans les logiciels de simulation. Il y a 2 très grandes boîtes de software en Europe qui sont SAP et Dassault Systèmes. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une société qui s'est imposée dans tout un tas d'industries majeures comme l'automobile ou l'aéronautique civile. Et Dassault Systèmes n'échappe pas à cette règle qui veut que les valeurs de croissance sont un peu sous pression, en tout cas leurs multiples sont sous pression pendant les périodes de hausse de taux. Donc, vous voyez que pour acheter du Dassault Systèmes en janvier, il fallait payer 50 fois les résultats. Et aujourd'hui, à 33 fois les résultats, vous pouvez acheter du Dassault Systèmes. Et la société n'a pas connu de ralentissement. Vous voyez, c'est absolument magnifique. La hausse du chiffre d'affaires depuis 2017, ça continue à progresser. On peut même dire que ça accélère, en tout cas pour l'année 2022. Et pourtant, on parle d'un titre qui s'est redressé un peu récemment, mais qui est autour de moins 40% depuis le début de l'année. Donc, ça ne nous paraît pas complètement absurde pour un investisseur rationnel d'accumuler à long terme, hein, puisqu'on ne prévoit pas le cours de Dassault Systèmes pour les 3 semaines qui viennent, mais quelqu'un qui a du temps devant lui, ça nous paraît, selon notre analyse, ça nous paraît une bonne idée d'accumuler ce type de valeur à long terme. Autre exemple, Kering. Donc là aussi, le luxe, les leaders, c'est les Français maintenant, hein. Les Italiens nous faisaient un peu concurrence, et avec toutes les acquisitions faites par LVMH ou Kering, aujourd'hui, c'est vraiment la France qui est c'est nos valeurs digitales à nous. Voilà, on a complètement pris ce secteur, et on doit en être fiers. Donc Kering, c'est une société qui a des très très belles croissances, un peu moins connue, un peu moins grosse que LVMH, un peu moins diversifiée, puisque Gucci, c'est toujours 57% du chiffre d'affaires, mais avec des marques très fortes qui progressent derrière. Bien sûr, des marques établies comme Saint-Laurent, mais des marques un peu moins connues qui avancent très vite, comme Bottega Veneta ou Alexander McQueen ou Stella McCartney. Voilà, il y a plein de réserves de très très belles marques chez Kering. Et là, même analyse qu'on peut voir sur le graphe suivant. Kering est une société qui est capable de donner du bénéfice par action, de la hausse de chiffre d'affaires sur la durée, qui est plus sensible, hein. Ce n'est pas des licences comme chez Dassault Systèmes, donc forcément en 2020 avec les magasins fermés c'est un peu plus dur, mais vous voyez que la tendance sur le chiffre d'affaires est très claire. Et là où un investisseur devait débourser près de 25 fois les résultats pour acheter du Kering en début d'année, aujourd'hui on est plutôt à 16 fois, donc c'est presque value, en tout cas 16 fois aujourd'hui, c'est des valorisations qu'on constate sur la durée sur les secteurs qu'on appelle plutôt value stock. Et à tout seigneur, tout honneur, Microsoft, donc non content d'être le leader mondial du logiciel, Microsoft va avoir le plaisir de passer devant Amazon très rapidement maintenant, devenir le numéro 1 du cloud. Microsoft a un petit avantage que n'a pas Amazon, à savoir que il y a un système d'exploitation à peu près sur tous les PC de la planète qui s'appelle Microsoft Windows, et donc ça permet bien sûr de pousser les utilisateurs vers le cloud de Microsoft. Bon, là aussi, on tient à votre disposition une fiche très, très complète, beaucoup plus complète que ce que vous avez sous les yeux. Et donc, on ne va pas trop rentrer dans le business model, mais juste vous dire que là aussi, sur Microsoft, on a une séquence de chiffre d'affaires magnifique. C'est une boîte qui a profité du Covid, on peut le dire, hein. Ça a encore accéléré la digitalisation. Donc là, aujourd'hui, on est sur Zoom. Le produit de Webby
webinaire de Teams est en train de monter en puissance. Regardez le cours de Zoom, hein, c'est assez spectaculaire, ça a perdu 90%. Et le coupable, c'est un peu Microsoft qui par sa puissance, prend d'énormes parts de marché sur ce produit comme sur plein d'autres. Et là, même raisonnement, à 25 fois les résultats. Vous pouvez acheter aujourd'hui du Microsoft, un titre qui, malgré toutes ses qualités fondamentales, a perdu 30% depuis le début de l'année. Voilà, donc pour quelqu'un qui a un peu de temps devant lui, il faut en avoir quand on investit en actions. Accumuler du Microsoft ne nous paraît pas une idée complètement stupide. Bien, comme chaque mois, nous faisions, en tout cas jusqu'en juin dernier, et les 2 dernières années, chaque mois, on s'attachait à donner un coup de projecteur sur une des technologies, un des savoir-faire qui, à notre avis, était en train de disrupter et de transformer le monde. Et on donnait, mois après mois, on a donné quelques exemples sur l'intelligence artificielle ou d'autres domaines. Aujourd'hui, on vous propose de se concentrer sur la virtualisation et de traiter un sujet qui est très controversé puisqu'il s'agit du métaverse. Le métaverse, donc un espace collectif partagé. Qu'est-ce que le métaverse? Eh bien, est-ce que c'est la prochaine étape de la connexion sociale? Certains le croient. Qu'est-ce que c'est en tout cas? C'est une technologie immersive qui ne vous permet pas d'aller seulement sur un univers virtuel, mais d'être dans cet univers virtuel grâce à des technologies d'intelligence artificielle, de résolution artificielle ou de réalité virtuelle. Donc, on est dans un monde numérique que tout le monde peut investir, que tout le monde peut habiter, dans lequel tout le monde peut habiter, et qu'on peut modifier en même temps. Donc, c'est collaboratif comme la vie, mais il y a de l'interaction réelle. L'individu a une personnalité numérique qui est le prolongement de sa personnalité physique, de son statut, de son identité, de ses relations sociales, tout ça dans une continuité, idéalement sans interruption entre le monde réel et le monde virtuel, ça c'est idéal, avec une interopérabilité entre les plateformes qui vous permet, les plateformes des différents mondes virtuels qui permet une continuité d'identité et donc de l'expérience. Alors les utilisations auxquelles on songe évidemment tout de suite, c'est le jeu, mais c'est pas la seule, et en l'occurrence on va le voir, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la médecine, dans le monde évidemment du commerce, des loisirs, de l'éducation et dans le monde de l'industrie, dans les usines. Les utilisations sont nombreuses et elles existent d'ores et déjà. Il est de coutume de critiquer Meta, donc qui a changé de nom il y a un peu plus d'1 an maintenant, pour rebrander, débaptiser Facebook, le groupe en tout cas, pour lui donner ce nom de Meta, pour bien insister sur l'investissement qui était fait par cette entreprise dans les métaverses qui voulait devenir leader et qui veut devenir leader de ce monde. Alors, beaucoup de gens se moquent de Mark Zuckerberg en 2 remarques. Il faut se souvenir que Mark Zuckerberg est très habitué à la critique. Il s'est souvent critiqué, il a même été traité tous les noms. Quand il a refusé l'offre de rachat de Facebook à $1 milliard, peu de temps après l'avoir créé, il a effectivement eu totalement tort de continuer, vu la valeur de Meta. Même si ça a beaucoup baissé, on parle encore en centaines de milliards de dollars de valorisation. Et donc, Meta Horizon, c'est un univers social dans le métaverse, donc en matière de loisirs et de relations sociales, Meta est très clairement en avance, permet dans ces mondes qu'ils ont créés de passer du temps avec ses amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de jouer, d'explorer bien sûr, participer à des événements et des concerts virtuels. Comme le dit Mark Zuckerberg, nous considérons le métaverse comme le successeur d'Internet mobile. Il peut contribuer à créer un sentiment de présence. Pour le moment, soyons clairs, c'est typique d'une innovation qu'on considère majeure, c'est-à-dire que c'est décrié, c'est même critiqué, c'est même ridiculisé. Ça ne va pas à la vitesse à laquelle on pensait que ça irait. Quand je dis on, c'est tout le monde, et en premier lieu, évidemment, les gens de Meta, mais vraisemblablement, comme toute innovation a priori majeure, ça finira par avoir des conséquences bien plus profondes que celles qu'on imaginait. De toute façon, Meta n'est pas seul, puisqu'il n'y a pas que dans les réseaux sociaux qu'on investit, une boîte aussi leader et sérieuse que Microsoft a investi énormément pour créer des métaverses collaboratifs dans le monde du travail afin d'avoir des expériences de réunion virtuelle qui dépassent l'expérience qu'on a ensemble aujourd'hui, qui est d'abord à un seul sens, c'est un peu triste, et on n'est pas ensemble dans une salle virtuelle, on est dans du 2D finalement assez classique. En termes de productivité, Microsoft, avec son système Microsoft Mesh, est en train de travailler sur des métaverses professionnels pour travailler.
Si on va dans d'autres secteurs, comme celui des jeux vidéo, Epic Games est en train de fabriquer des jeux immersifs, et ça existe déjà, hein, des métaverses pour les familles, Epic Games Lego, et ils travaillent avec la NASA de façon tout à fait sérieuse pour faire un jeu d'apprentissage et pour former en fait les personnes qui sont susceptibles d'aller être envoyées sur Mars à la réalité de la vie et du travail sur cette planète. Donc c'est tout à fait sérieux, il n'y a pas d'autre façon aujourd'hui, à part en regardant peut-être 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, de se dire on est en train d'aller sur Mars. Mais bon, c'est pas très immersif, même si ce film est absolument remarquable. Et si on va dans le monde de la médecine et de la santé, on a tous en tête l'extrême difficulté et l'extrême niveau de responsabilité que peuvent avoir des chirurgiens. Il est bien évident que pour s'entraîner, puisque les gestes qu'ils accomplissent sont des gestes d'une extrême précision, on peut le comprendre, eh bien, il vaudrait mieux qu'ils le fassent dans une logique immersive complète, avec des hologrammes de patients plutôt que sur des personnes bien vivantes. Parce que, comme toute formation, au début, on se trompe et c'est comme ça qu'on se forme. Donc, il y a cette entreprise, 8Chili, qui est, je vous invite à aller sur son site d'ailleurs, c'est assez impressionnant, qui, à travers ces métaverses médicaux, aide à former des chirurgiens par des recréations de situations réelles et donc une exploration du corps humain en 360. Si on va dans d'autres secteurs, encore le sport, bien sûr, Nike vient de faire une publicité qui est sortie hier, tout à fait remarquable, qui s'appelle Footballverse. Je vous invite à aller le voir, c'est absolument remarquable. Et le but, c'est de vous emmener, bon, là ça reste très modeste, mais quand même, dans un univers métaverse virtuel commercial, le Nike Land. Mais bon, on peut gager que ce sera rapidement plus riche encore. En matière d'éducation, on a tous entendu parler des MOOC. Imaginons qu'au lieu d'avoir une version 2D, on soit dans une immersion complète et totale et qu'on soit vraiment dans une salle de cours, que l'on soit basé à Jakarta ou à New Delhi ou à Chicago, eh bien, on est dans la même salle de cours de Stanford virtuelle. Ça serait infiniment plus riche en matière d'apprentissage. Et puis, évidemment, il y a l'exemple absolument ahurissant. Essayez-le. Alors, ce sera en 2D, mais il existe aujourd'hui la possibilité de voyager dans le temps, puisqu'il y a des logiciels qui ont été inventés, qui vous permettent, avec un casque de réalité augmentée, de voyager dans le temps et de circuler dans le monde grec antique, par exemple, ou encore d'explorer une planète virtuelle. Alors NVIDIA, c'est le moteur, c'est le fuel, c'est l'alimentation, c'est un des éléments essentiels de ces mondes virtuels puisque c'est le leader incontesté des puces massivement parallèles et en l'occurrence ces puces qui sont capables d'aller à une vitesse absolument incroyable pour en parallélisant des tâches, c'est ce qu'il faut pour ce monde de l'imagerie particulière, l'imagerie 3D et des mondes de réalité virtuelle. Et donc NVIDIA n'est pas en reste, NVIDIA a créé un monde qui s'appelle l'Omniverse, qui est un outil de planification dans une usine virtuelle de collaboration en temps réel. Il y a des exemples très concrets qui sont déjà appliqués. Une grande chaîne américaine qui s'appelle Loveys, en anglais, n'est-ce pas, utilise cette technologie pour numériser et optimiser les agencements. Donc, on a une expérience en 3D virtuelle des aménagements et on peut optimiser avec son cœur, entre guillemets, comme un homme ou une femme, ce qu'on vivrait si on aménageait de telle ou telle manière les magasins Loveys. BMW, là, la personne qu'on vous a fait figurer, c'est le patron de la production, hein, le docteur Milan Nedeljkovic, qui est au bord de BMW en charge de la production et qui déclare tout simplement qu'Omniverse, donc de NVIDIA, a amélioré considérablement la précision, la rapidité, l'efficacité de nos processus de planification. Comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont créé des jumeaux numériques. Voilà. Donc, vous créez un jumeau numérique de votre usine, de vos produits, et vous voyez, et vous testez, et vous optimisez, en fait, non pas en tout cas, vous l'utilisez en grandeur réelle, mais virtuellement, tout ce qui peut l'être, et ça vous évite évidemment tout le processus extrêmement pénible et coûteux et long, en fait, d'apprentissage en commettant des erreurs. Vous les commettez virtuellement et vous allez beaucoup plus vite. Voilà. Là, on est dans un monde tout à fait concret. Cessons de nous moquer de Mark Zuckerberg. On n'a aucune idée de la vitesse à laquelle ça va aller, mais la réalité, c'est que c'est déjà là, et c'est déjà là dans de nombreux secteurs. Ne refusons pas de le voir et essayons d'appréhender les impacts et d'investir dans ce contexte-là. Alors, passons maintenant
après ce coup de projecteur très particulier, a un coup de projecteur sur chacun de nos 3 fonds de gestion discrétionnaire en action, en commençant par Titan, et on a été très actifs sur ce fonds au cours du dernier mois. Bruno. Merci Denis. Donc effectivement très actif, on a maintenu l'exposition du fonds, mais on va dire qu'on a pris des profits en maintenant l'exposition action qui est assez élevée, hein, autour de 90%, pour une raison très simple, c'est que le processus dans ce fonds-là est très pur, au sens où quand on trouve qu'un titre a trop monté ou qu'il a moins de potentiel, on le vend, et si on a une idée d'investissement face à ce cash qu'on récupère, on va investir, et si on a pour chaque vente une nouvelle idée, l'exposition du fonds ne va pas changer. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune difficulté à générer des idées dans ces marchés-là. Donc, le fonds a énormément tourné, mais son exposition est à peu près la même qu'il y a un mois. Alors, qu'avons-nous fait? D'abord, on a fait une ligne importante sur Equity Bankiser, qui est une boîte dont le nom est méconnu, mais dont les produits sont très connus, qu'il s'agisse de Airwick ou de Durex. Voilà, c'est plutôt des produits autour de l'hygiène personnelle. C'est un titre qui est assez en retard et qu'on a une très, très grande confiance, voilà, dans le management de Equity Bankiser, qui sait jongler avec des marques, céder les marques qui ralentissent, acheter des marques en accélération. Ils font ça très bien depuis des années, et voilà, c'est l'occasion d'acheter ce titre dans des conditions de valorisation sympathiques. Et puis en plus, on l'achète en livre anglaise, hein, donc la livre a beaucoup baissé, donc on aura peut-être un petit surplus de performance s'il y a un peu de normalisation sur la livre anglaise. On a acheté pas mal également de Roche, le grand laboratoire suisse, du Heineken. On est très engagé sur les spiritueux au travers de Diageo et de Pernod Ricard. On avait une petite ligne de Nestlé, maintenant c'est devenu une des lignes principales du fonds. On a remboursé également ASML et Dassault Systèmes, dont on parlait dans les slides précédentes. Pour financer tous ces achats, on a pris des profits sur Walmart, qui a fait un parcours remarquable depuis l'été dernier en montant de 30%. Goldman Sachs qui vient de prendre 30% en 4 semaines. Netflix, on la garde, mais on l'a écrété. Là, c'est beaucoup plus spectaculaire. Faut dire que la baisse était assez spectaculaire aussi. Le titre a repris 85% sur ses plus bas. Voilà, et très bonne performance de Schneider et des SAP. Voilà, tous ces titres, en fait, c'est des titres qu'on continue à beaucoup aimer. Ça reste des titans, mais ça nous permet de trouver du financement pour aller s'investir sur des idées nouvelles. Voilà, donc le top 10 de Titan a beaucoup changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la décision qu'on a prise depuis quelques mois de s'associer à Warren Buffett et à Charlie Munger, voilà, en achetant des actions de Berkshire Hathaway, qui est la première ligne du fonds. Voilà, Heineken rentre dans le top 10, c'était bien sûr pas le cas il y a un mois. Nestlé aussi rentre dans le top 10. Dassault Systèmes aussi, voilà, un top 10 qui est complètement renouvelé. Donc sur le mois, on a eu pas mal de satisfaction justement sur Nvidia, dont on vous parlait, sur le Metaverse, qui a annoncé ses résultats hier soir, qui étaient de très bonne facture. ASML dans les semis aussi, Kering, voilà, des titres qu'on a évoqués. Meta, il y a toujours beaucoup de scepticisme, mais Zuckerberg, qu'on trouve talentueux, on aimerait bien qu'il s'occupe un peu plus de ses actionnaires. Et donc là, effectivement, il y a des plans voilà, très, très, très agressifs chez Meta pour contenir les investissements sur le métaverse et réduire les charges de personnel. Donc, on pense que c'est une société qui peut trouver un chemin plus shareholder-friendly en bon français pour les semaines et les mois à venir. Voilà, le fonds est toujours très investi à hauteur de 20% en digital, 14% sur les biens de consommation, toujours très diversifié, que des valeurs titans, et le fonds est à peu près équilibré aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Mais en achetant une part du fonds Finatis Titan, vous n'avez bien sûr pas 44% ou 45% d'exposition au dollar, vous n'avez que 7% d'exposition au dollar, puisque on couvre l'essentiel de nos positions au dollar, puisque déjà, quand on aime Dassault Systèmes, quand on aime Heineken, quand on aime même Nestlé, LVMH, etc., on a déjà une exposition dollar sur toutes ces grandes boîtes internationales. Donc, on ne souhaite pas avoir trop de dollars en direct.
Alors, Finaltis Digital Leader maintenant, donc c'est pas un fonds flexible, c'est un fonds totalement investi à tout moment sur les valeurs leaders de la digitalisation de l'économie. Donc 3,4% de performance en octobre, un peu moins de 2% de performance depuis le début du mois de novembre, un début de rebond et une activité importante avec un repositionnement partiel du portefeuille. Et également, voilà, pas mal de mouvements. Donc, on s'est renforcé sur Charles Schwab, qui est une société méconnue, qui pourtant a le poids de la BNP. C'est le plus grand broker. Alors, pas du tout comme Robinhood. C'est un broker qui s'adresse à des clients très patrimoniaux. Et c'est une société qui est très active dans le monde, on va dire, de la gestion privée, de la banque privée. On s'est renforcé également sur Tesla. Bon, on attend avec impatience que un président de Twitter soit nommé parce qu'on pense qu'on a besoin d'Elon Musk chez Tesla et chez SpaceX. Voilà, on aimerait qu'il se disperse pas trop, même si il a la capacité à faire beaucoup de choses en même temps. Et on s'est renforcé sur aussi Amazon, Visa, Alphabet. On a financé ça également avec SAP, comme dans Titan, également avec un peu de Netflix et de Mastercard. Et on a pris des profits importants sur un axe de reopen, comme on disait à l'époque du Covid, c'est-à-dire on ressort de chez soi, Dieu merci, et pour se balader en France ou à l'étranger, on utilise beaucoup Airbnb et Booking, qui sont des titres qui ont très bien réagi sur les dernières semaines. Alors, ce ne sont pas des ventes sèches, ce sont des allègements, très importants. Voilà, donc 100% de digital, comme vous le voyez, un top 10 malgré tout diversifié, où on a des boîtes plus industrielles, plus B2B, du consumer, des boîtes très régulières comme Mastercard, des boîtes beaucoup plus volatiles comme Tesla, et là aussi une très belle contribution des semis qui ont eu un début d'année un peu compliqué, Nvidia, ASML, et puis voilà, des résultats qui étaient un peu en demi-teinte du côté d'Amazon, même si le titre a bien rebondi il y a une dizaine de jours. Voilà, donc le fonds est toujours bien sûr, on fait tous nos efforts pour trouver des grandes valeurs technologiques en Europe, mais nos critères sont tellement drastiques. Malheureusement, aujourd'hui, le fonds est investi qu'à hauteur de 8% sur l'Europe, 11% en Asie-Pacifique, et bien sûr, l'essentiel du fonds est investi aux États-Unis, mais on est en 100% digital, mais diversifié au niveau des thèmes industriels. Voilà, vous voyez, de la santé, des biens industriels, du retail, etc. Alors pour finir notre réunion ce soir, le fonds le plus récent, puisqu'on fête le premier anniversaire de la reprise de la gestion de ce fonds, c'était le 8 novembre l'année dernière, et sur une première année difficile, puisque l'once d'or ne s'est pas apprécié. C'est un sujet qu'on a abordé mois après mois. C'est un étonnement, c'est un sujet d'étonnement chez nous, dans un monde qui a créé autant de monnaie, avec autant d'inflation. Il est toujours assez surprenant de constater que l'once d'or ne vaut pas plus aujourd'hui qu'elle valait il y a 10 ou 15 ans. Donc, c'est une frustration. Néanmoins, le processus d'investissement qu'on a choisi de mettre en œuvre dans cette gestion investissant sur les actions de minières aurifères vise à sélectionner des minières extrêmement solides sur la base de critères financiers et extra-financiers et d'exclure ce qui me semble être les risques majeurs dans cette industrie, qu'ils soient financiers ou extra-financiers. Dans l'extra-financier, il y a l'environnemental, la gouvernance et le sociétal. Et on sait tous que dans l'extraction minière, ces sujets sont très prégnants. Alors, pour fêter l'approche de son anniversaire, le fonds a fait une croissance la performance est de 12% de hausse depuis le début de novembre. À qui devons-nous ces excellentes performances? Eh bien, on les doit principalement aux sociétés qui sont sur la gauche ici. Le portefeuille est constitué de valeurs, bien sûr, d'extraction de minières aurifères, avec une diversification avec des minières généralistes qui seraient de très grosses, dont l'activité de minières aurifères serait très grosse si elle était spin-offée, comme Rio Tinto, ou de valeurs extrayant des métaux précieux, notamment l'or, le palladium ou le palatine. Et ici, vous en avez deux exemples sur ce transparent, en l'occurrence Endeavour Silver, qui est dans le top 10, et vous avez Pan American Silver, qui n'est pas dans le top 10, mais qui est dans les pires contributeurs du mois, en tout cas dans les moins bons contributeurs de la période. Et géographiquement, ce n'est pas une surprise.
puisque nous éliminons les entreprises gérées depuis des territoires sujets à caution avec des pratiques discutables et a fortiori qui interviennent dans des territoires potentiellement problématiques. Donc, on est essentiellement sur des entreprises gérées depuis l'Amérique du Nord et intervenant largement en Amérique du Nord, en premier lieu le Canada, en deuxième lieu les USA et en troisième, ce sont des entreprises qui sont gérées depuis l'Angleterre, intervenant sur des zones elles-mêmes moins à risque. Et enfin, l'Australie. Si on regarde effectivement où sont les mines d'or, hein, dans quel pays on produit le plus de mines d'or, eh bien, on extrait le plus d'or en Chine. La Chine, c'est le premier exportateur pardon, le premier exportateur, pas du tout, puisqu'il n'en exporte pas, mais le premier producteur d'or, c'est le deuxième importateur d'or, pour des raisons dont on peut subodorer qu'elles sont liées à leur volonté de dédollariser l'économie, et en tout cas de présenter le yuan comme une alternative possible au dollar en l'adossant autant que possible sur un énorme stock d'or. Pour des raisons assez proches, en tout cas des raisons d'indépendance et de capacité à se dédollariser, avec ce qu'ils sont en train de faire, les Russes savent très bien qu'ils sont en train de s'exclure du système monétaire mondial, financier globalement. Eh bien, la Russie, c'est le deuxième producteur, c'est le premier importateur d'or au monde. Et le troisième, eh bien, c'est l'Australie. Ce n'est pas une surprise de retrouver l'Australie directement dans la partition géographique de nos portefeuilles. Donc, vous voyez l'Amérique du Nord, quatrième, cinquième, avec le Canada et les États-Unis, et puis l'Amérique latine, et enfin en Afrique, bien sûr, grand producteur également. On est moins présent sur les terres africaines pour des raisons essentiellement extra-financières et de risques géopolitiques, de risques politiques tout court et sociaux. Alors, l'once d'or, justement, la grande frustration de cette année de gestion chez Finaltis, c'est qu'on a connu essentiellement une baisse de l'once d'or depuis que nous gérons ce portefeuille. Eh bien, en l'occurrence, on connaît un léger rebond, enfin un rebond important sur cette période aussi courte, mais léger par rapport à la tendance baissière qu'on a connue sur l'année passée, puisque l'once d'or est autour de 1775 $ l'once. C'est très bas, à notre avis, mais c'est suffisant pour que ces très belles minières aurifères que nous avons choisies, du fait de la qualité de leur exploitation, agissent comme des options qui rentrent dans la monnaie. Donc, quand l'once d'or monte, eh bien, ces valeurs très très bien gérées, qui ont des coûts d'exploitation très maîtrisés et des logiques de production très optimisées, eh bien, deviennent encore plus rentables. D'où un effet en fait démultiplicateur dès que l'once d'or monte. Et c'est exactement ce que nous voulons faire dans ce fonds. D'une part, protéger en ayant des actifs d'extrême qualité. Ça, chez Finaltis, on ne transige pas. Ce sont des actifs extrêmement liquides et ce sont des actifs extrêmement bien gérés avec des bilans de très très grande qualité. C'est vrai dans toute notre gestion discrétionnaire en action. Et par ailleurs, eh bien, des titres qui donnent du rendement. Donnent du rendement parce que ces entreprises sont très très bien gérées. Voilà. Ça en est terminé pour ce que nous souhaitions, Bruno et moi, ce soir évoquer avec vous. On a été absolument ravis d'échanger, alors échanger, le terme est un peu galvaudé, mais en tout cas de vous proposer une lecture au nom de l'équipe de Finaltis de ces marchés turbulents que nous connaissons et passionnants en même temps, puisqu'on est à un moment absolument passionnant, tant géopolitique que macroéconomique ou financier. On aura le plaisir de vous retrouver pour notre prochaine conférence mensuelle le jeudi 15 décembre prochain, vraisemblablement à la même heure, mais vous recevrez une invitation. Et une autre particularité, c'est que le 15 décembre, à l'approche de Noël, nous ferons physiquement, pour ceux d'entre vous qui le pourront, eh bien, nous serons ravis de vous accueillir dans nos locaux sur les Champs-Élysées. Nous aurons notre soirée de Noël le 15 décembre également, en fin de journée. Merci à tous de votre écoute et à bientôt, plus tard dans un mois. Merci. Merci.